Bonjour, nous sommes le dimanche 4 mars 2018 et aujourd'hui dans la série Les temps qui sont les nôtres, un petit exposé, ce que j'appellerais en direct de la Maison Blanche. Alors, quand je l'écrirai, je mettrai bien ça entre guillemets en direct parce que je ne suis pas en direct de la Maison Blanche, mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce que je vais essentiellement vous dire, ça vient d'informations qui sont présentées dans la presse comme étant en direct de la Maison Blanche. Alors, je vais commencer par un ami de M. Trump, M. Chris Ruddy, qui dit la chose suivante. Il dit c'est en ce moment le chaos à la Maison Blanche, mais c'est formidable pour M. Trump parce que c'est le type d'atmosphère dans lequel il peut s'épanouir et où il obtient, il parvient il réussit à faire des choses. Et par exemple, il a fait passer cette loi sur l'impôt, sa réforme fiscale, qui permet aux grosses entreprises de gagner beaucoup plus d'argent, de ne pas en devoir en donner autant à l'État. Même chose pour les fortunes les plus riches qui, bien entendu, pourront réinjecter dans l'économie l'argent qu'ils ont en trop, qu'on n'utilise pas de manière directement. Et même si ces gens-là dépensent de l'argent, bien ça fera marcher l'industrie. Alors par ailleurs, l'économie est en bonne santé. Le fait que les intérêts montent d'ailleurs reflète cette bonne santé de l'économie. Et par ailleurs, Monsieur Trump réalise son programme de remplacer des juges trop complaisants pour les idées de gauche par des personnes véritablement conservatrices. Et donc voilà, le bilan est excellent. Alors, ce monsieur Chris Ruddy est quand même assez isolé. Il est assez isolé de son opinion. Dans ses opinions, c'est la seule que j'ai trouvée véritablement positive sur ce qui se passe en ce moment à la Maison Blanche. Les autres utilisent le mot chaos, mais pour décrire une atmosphère dont ils considèrent les commentateurs, éditorialistes, chroniqueurs, journalistes, qui considèrent que ce chaos n'est pas une bonne chose. Ils attirent l'attention sur les informations contradictoires qu'émet M. Trump et surtout la perte dans son environnement d'un grand nombre de personnes sur lesquelles il comptait. Alors, quelles sont les décisions récentes de M. Trump? Il a parlé du contrôle de l'armement, gun control, la possibilité pour les citoyens américains, c'est un amendement de la Constitution qui leur permet cela, d'acheter des armes comme ils l'entendent. Et pourquoi cet amendement dans la Constitution? Bien, c'est une vieille idée qui est celle qu'une milice spontanée devrait pouvoir émerger si la nation était attaquée. Ça date bien entendu de l'époque de la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne. J'ai aussi attiré l'attention, moi, à différents moments, sur le lien qui existe entre cette attitude extrêmement laxiste ou libérale, si on veut, vis-à-vis de l'armement privé, lié à la culture rurale des États-Unis, ou culture rurale, ou à l'opposé dans nos pays, en Occident, à l'opposé de la conception qui est apparue dans la bourgeoisie des villes, qu'il fallait déléguer la défense des ménages à un guet, à une milice, mais qui serait organisée à l'échelle de la bourgade. Alors que dans la campagne, le paysan et sa famille restaient isolés et devaient avoir la possibilité de se défendre contre des bandes dont on sait qu'elles existaient et qu'elles exerçaient leur ravage et que c'était un des grands dangers de vivre de manière isolée à la campagne. Monsieur Trump a récemment changé d'attitude vis-à-vis de cela. Il avait commencé par proposer, à la suite de massacre qui avait lieu à l'école Parkville, il avait proposé d'armer les enseignants comme étant la réponse au problème. J'avais un peu ironisé dans un billet en disant que l'étape suivante c'était également d'armer les étudiants pour qu'ils puissent se défendre eux aussi. Mais dans les jours récents, il avait proposé que le contrôle à la vente des armes soit renforcé et qu'en particulier on puisse de manière autoritaire retirer des armes à des personnes qui seraient jugées déséquilibrées. Manque de peau, le lendemain, il rencontre des lobbyistes du NRA, la National Rifle Association, le syndicat
l'organisme de défense des droits des porteurs d'armes, et il est apparu hier que peut-être il avait encore changé d'avis là-dessus. Par ailleurs, il a lancé vendredi, bien sûr, cette idée de tarification, en fait, de droits douaniers importants sur les importations aux États-Unis d'aluminium et d'acier, 25% de taxes sur l'importation d'acier et 10% sur l'aluminium. Il s'attendait à des hauts cris de la Chine, qui est le pays qu'il vise essentiellement, mais c'est surtout du côté de l'Union européenne que jusqu'ici que des cris sont poussés. À quoi il a répondu ce matin que on allait voir ce qu'on allait voir, que c'est pas l'Union européenne qui lui faisait peur. Alors, des attitudes, voilà, comme ça, extrêmement provocatrices. D'où lui vient cette idée de tarification de droits douaniers important? C'est un reste des conseils que lui donnait M. Steve Bannon, un grand représentant de l'extrême droite qui se trouvait dans son cabinet comme conseiller, qui est parti. Mais dont on sait que, comme les idées les opinions personnelles de M. Trump sont très proches de M. Steve Bannon, on se disait qu'un jour ou l'autre, ces idées referaient surface, et elles auront fait surface. Elles sont aussi inspirées d'une certaine manière par M. Peter Navarro, qui était, je ne sais pas s'il est toujours conseiller de M. Trump, mais en tout cas un économiste qui a des vues depuis pas mal d'années justement sur la nécessité peut-être de revenir à un certain protectionnisme. Affaire en cours parce que M. Gary Cohn, le conseiller spécial de M. Trump sur les affaires d'économie, jette les bras au ciel. Lui, c'est un banquier un ancien banquier de Goldman Sachs, et il n'est pas du tout en faveur de ce genre d'idées. Alors par ailleurs, deux défections si on veut, l'une est une défection entre guillemets, l'autre pas. Une défection importante, c'est celle de Madame Hope Hicks, qui était une conseillère de Monsieur Trump en matière de communication, qui a annoncé son départ. C'est une personne très particulière dans la mesure où elle a vraiment la confiance de M. Trump depuis pas mal d'années. Elle est considérée là aussi entre guillemets comme son thérapeute. C'est une personne qui sait prendre M. Trump et qui, quand il fait part de certaines décisions, lui dit réfléchissons encore un peu, Monsieur le Président, qu'en pensez-vous exactement, et qui la conduit. Au cours de l'année passée, elle a une certaine modération. Pourquoi est-ce que cette dame s'en va? Parce qu'elle est apparue dans la presse tabloïde ou de gouttière, de ruisseau, comme on dit aux États-Unis, des photos d'elle et d'un certain M. Rockport, qui était également conseiller à la Maison-Blanche, sont apparus, le montrant que leur relation est une relation intime. À la suite de quoi, deux anciennes épouses de ce M. Rockport ont fait savoir officiellement que c'était une personne qui s'était rendue coupable de violence conjugale très grave. On a d'ailleurs pu voir une photo d'une de ses anciennes épouses avec un œil au beurre noir impressionnant. Et donc scandale, parce que il est apparu qu'en fait la Maison-Blanche avait été prévenue par le FBI tout au début sur le fait que ce monsieur était un monsieur qui avait un passé très particulier. On a dit, quand la nouvelle est apparue, que non, c'était pas vrai, on ne le savait pas, mais les preuves ont été apportées, la Maison-Blanche le savait. Alors, ce monsieur Rockport a dû partir et Madame Hope Hicks part dans son sillage. Et là, c'est une perte importante pour monsieur Trump parce il lui reste très peu véritablement d'interlocuteurs. Ils tombent les uns après les autres, surtout parce que pour effet d'amateurisme, parce qu'il a nommé des gens qui n'avaient pas je dirais pas du tout de pratique du boulot auquel il les a nommés. Et là, ça nous produit une transition facile vis-à-vis justement de son gendre, de monsieur Jared Kushner, époux de la fille de monsieur Trump, Ivanka Trump. Et ce monsieur, comme vous le savez, j'en parle depuis un certain temps, a des ennuis. Il a des ennuis parce que
il a perdu très récemment son accréditation au secret défense. Alors, quand on sait que c'est un monsieur qui est aux commandes pour justement travailler sur les dossiers comme Israël-Palestine, des questions très importantes aussi sur le numérique et le renouvellement numérique aux États-Unis, qu'il est en contact avec le Mexique, avec les États arabes unis, la Chine d'une certaine manière, c'est évidemment le fait qu'ils perdent cette accréditation rend sa tâche extrêmement difficile. Et il avait été expliqué il y a quelque temps que s'il était en danger de perdre cela, c'était en raison d'informations qui allaient apparaître. Et ces informations qui sont apparaître sont de deux ordres. Les premières, c'est que ont été interceptées, évidemment par les services de renseignement américains, des informations venant de ces quatre pays que je viens de signaler, le Mexique, la Chine, les États arabes unis, et puis le quatrième, c'était quoi Israël. Des conversations au niveau diplomatique, comment influencer M. Jared Kushner, comment le manipuler. Manipulation d'autant plus simple, semble-t-il, du fait que sa compagnie, la compagnie à la tête de laquelle il est en difficulté financière. Elle doit rembourser un prêt de 1,2 milliard de dollars sur une opération immobilière qui était de très mauvaise nature. Et il semble que M. Kushner, grâce à ses relations, en particulier avec le Qatar par le biais d'un fonds américain et avec la banque Citibank, a obtenu récemment des prêts de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars en raison des contacts qu'il a avec ses différents interlocuteurs. D'autre part, en ce qui concerne les pays dont on a intercepté des intentions mauvaises, il n'a pas toujours fait connaître aux interlocuteurs officiels qu'il devait informer de ses contacts à l'étranger. Il ne les a pas informés. Donc, M. Kushner, désormais, un lame duck, comme on dit, un canard boiteux, et non, qui ne pourra pas continuer de jouer à la Maison-Blanche le rôle qu'il a joué. Alors, la presse conservatrice lui conseille de se retirer avant qu'on le vire entièrement. C'est le cas d'un éditorial hier dans le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal est un journal, je dirais, sans opinion politique particulière en temps normal, mais ses éditoriaux sont toujours de droite, voire même d'extrême droite. Ils sont beaucoup plus marqués politiquement que l'information qu'on trouve dans les colonnes. Alors, voilà, des pertes importantes pour monsieur Trump. Il a perdu de fait son gendre. Sa fille est associée à son gendre dans l'opinion et par rapport à ce qu'elle peut dire. Son cercle intérieur est en train de se restreindre considérablement. Il est encore question pour lui de se débarrasser de gens qui sont aussi dans son entourage proche. Son ministre de la Justice, M. Sessions, qu'il attaque de manière ininterrompu maintenant, en l'appelant nulard, etc., dans ses tweets. Monsieur McGrath, un autre conseiller, et il est question, on entend dire, qu'il voudrait peut-être se débarrasser de monsieur John Kelly, le général qui a remis un peu d'ordre à la Maison-Blanche, mais qui est la personne qui vient maintenant effectivement d'éliminer Jared Kushner. En fait, ce général Kelly s'y est très très mal pris parce qu'il peut apparaître aux yeux de l'opinion qu'il s'est tourné contre Jared Kushner pour essayer de cacher, de couvrir plus ou moins une erreur qu'il avait faite. Quelle était cette erreur? C'est le fait que ce monsieur Rob Porter, au moment où sont apparues les informations disant qu'on avait prévenu la Maison-Blanche que c'était l'auteur de violences conjugales graves, avait essayé de protéger M. Porter en disant non, c'est une personne très honorable, etc., etc. Il a dû faire machine arrière. Et il pourrait sembler que cette affaire d'accréditation secret défense, quand il a dû à ce moment-là, je dirais, se débarrasser d'un certain nombre de personnes, dont M. Porter, à propos de cette histoire d'accréditation,
que M. Jared Kushner serait un peu une victime collatérale de cela. Mais quand on voit les informations qui apparaissent, contact de M. Kushner avec des puissances étrangères non mentionnées par les canaux officiels, argent qu'il récolte grâce à l'influence qu'il peut avoir de se trouver à la Maison-Blanche, et puis surtout, dans le cas de M. Kushner, cette histoire, cette casserole extraordinaire, bien entendu, le fait qu'il s'est retrouvé en présence de M. Manafort, qui est maintenant Paul Manafort, qui est vraiment accusé véritablement par la commission de M. Mueller, la commission d'enquête. Ce M. Manafort se trouvait à la réunion. Une réunion dont le but était d'obtenir des informations qui allaient décrédibiliser Hillary Clinton avec des personnes qui se présentaient comme étant des émissaires de M. Poutine, ayant des informations très importantes. Réunion à laquelle se trouvaient M. Manafort, M. Jared Kushner et M. Donald Trump Jr., une rencontre qui se trouve bien entendu au centre de l'enquête sur une collusion éventuelle entre la Russie et l'équipe Trump, soit en période préélectorale, soit encore dans la période de la présidence. Il semble aujourd'hui, on entend dire, c'est un article dans le New York Times, qu'en fait l'enquête sur l'influence des financeurs soit de M. Trump, soit de son gendre Jared Kushner, que les interférences liées à des prêts ont eu lieu pendant la période de la présidence, ce qui expliquerait pourquoi l'enquête de M. Mueller s'étend maintenant en particulier à des prêts qui pourraient venir du Qatar. Donc, une nation qui, avec la Chine, le Mexique et le Mexique, la Chine, Israël et la quatrième aurait pu interférer récemment avec la politique américaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'œuvre? Voilà, je résume là-dessus pour terminer. Il y a un combat entre une Amérique de toujours et une autre Amérique de toujours, Amérique au sens des États-Unis, que j'ai déjà résumé à certaines occasions comme étant le vieux combat entre le Nord, l'Union, et le Sud, les États confédérés, qui s'était résolu dans une guerre civile, celle que nous appelons nous la guerre de sécession. Il y a d'un côté, avec ce monsieur Mueller, il y a le Nord, manifestement. Il y a des références manifestes. Quand on lit la biographie de ce monsieur Mueller, on pense à Abraham Lincoln sans la moindre difficulté. Et quand on regarde du côté de monsieur Trump, j'ai utilisé l'expression à la suite des incidents qui avaient conduit à la mort de cette jeune femme après la manifestation suprématiste. Monsieur Trump, un général sudiste. Voilà, ces deux opinions sont là de nouveau en conflit véritablement au premier plan. Qui va gagner? C'est comme dans une guerre civile, on ne peut pas savoir d'avance, mais on a d'un côté un personnage représentant l'intérêt général des valeurs universalistes, et puis de l'autre côté, un camp qui représente chacun pour soi, le triomphe des valeurs purement individuelles. Alors, c'est un feuilleton bien entendu. Je vous ai livré aujourd'hui un épisode. À bientôt. On se retrouve certainement bientôt.